La politique d'Aristote, livre 5e, chapitre 7, sommaire. Suite de la théorie de l'éducation. Choix des harmonies et des rythmes qui doivent entrer dans l'éducation des enfants. Les chants sont de 3 espèces, morales, animés, passionnés. Les premiers doivent presque seuls faire partie de l'enseignement. Le mode dorien est surtout convenable, critique de quelques opinions de Platon. Nous repoussons donc en fait d'instruments et d'exécution ces études qui n'appartiennent qu'aux virtuoses, et nous entendons par là celles qui ne sont destinées qu'au concours solennel de musique. On ne s'y livre jamais dans le but de s'améliorer moralement soi-même. On ne songe qu'au plaisir non moins grossier des futurs auditeurs. Aussi je n'en fais pas une occupation digne d'un homme libre. C'est un travail de mercenaire, et il n'est propre qu'à faire des artistes de profession. Le but qu'en ceci l'artiste propose à tous ses efforts est mauvais. Il doit abaisser son œuvre à la portée de spectateurs dont souvent la grossièreté avilit ceux qui cherchent à leur plaire et qui dégradent même le corps par les mouvements qu'exige le jeu de leur instrument. Quant aux harmonies et aux rythmes, doit-on les faire entrer tous indistinctement dans l'éducation ou doit-on en faire un choix ? N'admettons-nous, comme font aujourd'hui ceux qui s'occupent de cette partie de l'enseignement, que 2 éléments en musique, la mélopée et le rythme ? Ou bien en ajouterons-nous un 3e ? Il importe de connaître bien précisément la puissance de la mélopée et du rythme sous le rapport de l'éducation. Que doit-on préférer ? La perfection de l'une ou la perfection de l'autre. Comme toutes ces questions, à notre avis, ont été fort bien discutées par quelques musiciens de profession et par quelques philosophes qui avaient pratiqué l'enseignement même de la musique, nous renvoyons aux détails très précis de leurs ouvrages tous ceux qui voudraient approfondir ce sujet. Et ne traitons ici de la musique qu'au point de vue du législateur, nous nous bornerons à quelques généralités fondamentales. Nous admettons la division faite entre les chants par quelques philosophes, et nous distinguerons comme eux le chant moral, le chant animé et le chant passionné. Dans la théorie de ces auteurs, chacun de ces chants répond à une harmonie spéciale qui lui est analogue. En parlant de ces principes, nous pensons que l'on peut tirer de la musique plus d'un genre d'utilité. Elle peut servir à la fois à instruire l'esprit et à purifier l'âme. Nous disons ici d'une manière toute générale « purifier l'âme », mais nous reviendrons plus clairement sur ce sujet dans nos études sur la poétique. En 3e lieu, la musique peut être employée comme délassement et servir à détendre l'esprit et à le reposer de ses travaux. Il faudra faire évidemment un égal usage de toutes les harmonies, mais dans des buts divers pour chacune d'elles. Pour l'étude, on choisira les plus morales, les plus animées et les plus passionnées seront réservées pour les concerts, où l'on entend de la musique sans en faire soi-même. Ces impressions que quelques âmes éprouvent si puissamment sont senties par tous les hommes, bien qu'à des degrés divers. Tous, sans exception, sont portés par la musique à la pitié, à la crainte, à l'enthousiasme. Quelques personnes cèdent plus facilement que d'autres à ces impressions. Et l'on peut voir comment, après avoir entendu une musique qui leur a bouleversé l'âme, elles se calment tout à coup en écoutant les chants sacrés. C'est pour elles une sorte de guérison et de purification morale. Ces brusques changements se passent nécessairement aussi dans les âmes qui se sont laissées aller sous le charme de la musique à la pitié, à la terreur ou à toute autre passion. Chaque auditeur est remué selon que ses sensations ont plus ou moins agi sur lui. Mais tous, bien certainement, ont subi une sorte de purification et se sont allégés par le plaisir qu'ils ont éprouvé. C'est par le même motif que les chants qui purifient l'âme nous apportent une joie sans mélange,
Aussi faut-il laisser les harmonies et les chants trop expressifs aux artistes qui exécutent la musique au théâtre. Mais les auditeurs sont de deux espèces. Les uns, hommes libres et éclairés, les autres, artisans et mercenaires grossiers, qui ont également besoin de jeux et de spectacles pour se délasser de leur fatigue. Comme dans ces natures inférieures, l'âme a été détournée de sa voie régulière. Il leur faut des harmonies aussi dégradées qu'elles et des chants d'une couleur fausse et d'une rudesse qui ne se détend jamais. Chacun ne trouve de plaisir que dans ce qui répond à sa nature. Et voilà pourquoi nous accordons aux artistes qui luttent entre eux le droit d'accommoder la musique qu'ils exécutent aux grossières oreilles qui la doivent entendre. Mais dans l'éducation, je le répète, on n'admettra que les chants et les harmonies qui portent un caractère moral. Telle est par exemple, avons-nous dit, l'harmonie dorienne. Il faut accueillir aussi toute autre harmonie que pourraient proposer ceux qui sont versés soit dans la théorie philosophique, soit dans l'enseignement de la musique. Socrate a d'autant plus tort, dans la République de Platon, de n'admettre que le mode phrygien à côté du dorien, qu'il a proscrit l'étude de la flûte. Dans les harmonies, le mode phrygien est à peu près ce qu'est la flûte parmi les instruments. L'un et l'autre donnent également à l'âme des sensations impétueuses et passionnées. La poésie elle-même le prouve bien. Dans les chants qu'elle consacre à Bacchus et dans toutes ses productions analogues, elle exige avant tout l'accompagnement de la flûte. C'est particulièrement dans les chants phrygiens que ce genre de poésie trouve à se satisfaire. Par exemple, le dithyrambe, dont personne ne conteste la nature toute phrygienne. Les gens éclairés dans ces matières en citent bien des exemples, entre autres celui de Philoxène, qui après avoir essayé de composer son dithyrambe, les fables sur le mode dorien, fut obligé par la nature même de son poème de retomber dans le mode phrygien, qui seul y pouvait convenir. Quant à l'harmonie dorienne, chacun convient qu'elle a plus de gravité que toutes les autres et que le ton en est plus mâle et plus moral. Partisans déclarés comme nous le sommes du principe qui cherche toujours le milieu entre les extrêmes, nous soutiendrons que l'harmonie dorienne à laquelle nous accordons ce caractère parmi toutes les autres harmonies doit évidemment être enseignée de préférence à la jeunesse. Deux choses sont ici à considérer, le possible et le convenable. Car le possible et le convenable sont les principes qui doivent surtout guider tous les hommes. Mais c'est l'âge seul des individus qui peut déterminer l'un et l'autre. Aux hommes fatigués par l'âge, il serait bien difficile de moduler des chants vigoureusement soutenus, et la nature elle-même leur inspire plutôt des modulations molles et douces. Aussi, quelques-uns des auteurs qui se sont occupés de la musique ont-ils encore avec raison reproché à Socrate d'avoir banni de l'éducation les molles harmonies sous prétexte qu'elles ne convenaient qu'à l'ivresse. Socrate a eu tort de croire qu'elles se rapportaient à l'ivresse dont le caractère est une sorte de frénésie, tandis que celui de ces chants n'est que de la faiblesse. Il est bon, pour l'époque où l'on atteindra l'âge de la vieillesse, d'étudier les harmonies et les chants de cette espèce. Je crois même qu'on pourrait parmi eux en trouver un qui conviendrait aussi fort bien à l'enfance, et qui réunirait à la fois la décence et l'instruction. Tel serait à notre avis le mode lydien, de préférence à tout autre. Ainsi, en fait d'éducation musicale, trois choses sont essentiellement requises. C'est d'abord d'éviter tout excès. C'est ensuite de faire ce qui est possible, et enfin, ce qui est convenable. Fin du livre 5e.